Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous faire l'épisode du jour. Bon, aujourd'hui les amis, j'espère que vous avez la forme. Alors, je sais pas si ça va s'entendre au micro, mais moi ça va vite fait. Je suis un peu malade. J'ai le nez bouché, laisse tomber, je te passe les détails. Mais je te rassure, c'est pas le Covid. c'est, c'est au moins ça la bonne nouvelle. Bon, j'espère que vous avez la forme, les amis, que vous avez passé une très très bonne semaine, que vos projets avancent petit à petit. Rappelez-vous, 1% tous les jours, et au bout d'un an, 365% d'amélioration. Bon, je vous fais un petit focus sur la semaine dernière. Je suis parti visiter pas mal de biens. Je vous avais dit, hein, j'étais parti dans le nord. Dans le nord. J'étais parti dans le nord pour voir la famille, mais aussi pour visiter, parce que avec les confinements, etc., j'avais pas pu visiter énormément depuis le début d'année. Et donc j'ai fait pas mal de visites qui se sont soldées par zéro offre, euh, parce que ça répondait pas totalement à ce que je recherchais. J'ai voulu faire une offre. En fait, j'ai trouvé un bien qui était vraiment intéressant pour le coup. J'ai voulu faire une offre parce que le prix était beaucoup trop cher. Je me suis dit, je vais tenter. Le prix était à 119 000 et j'en ai proposé 80, on va dire 90 000. Et puis en fait, il y a quelqu'un qui a proposé 115 000, quelque chose comme ça. Bon, les prix peuvent vous paraître un peu dérisoires, hein, mais je vous rappelle que moi, mon secteur d'activité, mon secteur de prédilection, c'est le Nord. On est dans ces fourchettes de prix, en sachant qu'il y avait pas mal de rénovations à prévoir. Donc, sur le papier, en sachant que moi, j'investis pas en dessous de 13%, sur le papier, voilà, il fallait que j'aille pas au-dessus de 93 000 ou 97 000. Je sais plus. Donc j'ai voulu faire une offre et le gag a été que j'ai dit à l'agence directement que je comptais faire une offre, mais pas au prix affiché. Elle m'a expliqué que elle avait estimé le bien largement moins, mais que les propriétaires avaient voulu mettre ce prix-là. Et bon, bah, tu sais, hein, les agents, pour eux, l'objectif c'est de rentrer du mandat. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dit Amen et elle a affiché son truc à ce prix-là. Donc, moi, je lui ai dit que je comptais faire une offre, mais pas à ce prix-là du tout. Elle m'a dit oui, ok, ok. Et en fait, au moment où je l'appelle pour aller lui apporter l'offre, elle me dit ah, bah écoutez, j'ai eu une offre à 115 000. Je lui dis pardon. Et elle me dit oui, oui, il y a une offre et tout. Et écoute le toupet des proprios. Et celle-là, elle est excellente. Il faut savoir que le bien, elle avait estimé dans les 100 000, d'accord. Donc il y a quand même un delta de 20 000 balles. Et c'est pas négligeable, 20 000 euros quand même. Et elle a eu une offre à 115 000. Et les propriétaires ont dit quoi? Ils lui ont dit, ok, on va prendre un délai de réflexion, je vais réfléchir. Putain, mais mec, ton truc il est estimé à 100 000, tu le vends 115, prends même pas de délai de réflexion, vas-y direct. Je je comprends pas. Bref, donc c'était le seul bien qui était potentiellement intéressant, avec de la réno, etc., etc. Je pouvais faire pas mal. Mais bon, c'est le jeu. Donc pour l'instant, j'ai encore rien cette année. Mais ça va venir, ça va venir. Là, j'ai trouvé, demain, j'appelle des agents là pour faire des visites. Et puis, on verra. Sinon, comment dire, dans le chapitre RP, ça y est, c'est tout bon. Alors là, on commence à faire les cartons. Donc bientôt, pour les personnes qui sont sur YouTube, bientôt, ça sera plus le même décor. Hein, je vais changer de bureau. Et puis voilà. Donc prochainement, un déménagement à prévoir. Et puis ça va le faire. Pardon. Ah les amis, je vous ai dit, hein, je suis malade. Faudra faire avec.
Alors, on va directement passer à la rubrique actualité IMO de la semaine et on commence directement par ce feuilleton des feux de l'amour que j'arrête pas de vous saouler avec ça. C'est, tu sais, la loi climat et l'interdiction de louer des logements classés, etc. Classés E, au DPE. Bref, ultime chapitre encore. Pour les professionnels de l'immobilier, la rénovation d'ici 2034, quand même, on est en 2021, 2034. La rénovation d'ici 2034 des logements classés E est impossible. Oh, 2034, c'est beaucoup trop loin, ça sera pas possible. Eh les gars, quand même, quand même. Les députés ont voté en faveur de l'interdiction de louer des logements classés E au titre du DPE dès 2034. Mais certains de ces biens représentent jusqu'à un quart du parc locatif privé et les professionnels estiment que les propriétaires ne parviendront pas à les rénover dans cette date butoir. Bon, 2034, ça nous fait 13 ans. Je sais pas où tu ne peux pas rénover. 13 ans, dis-toi que 13 ans, allez, on va dire 15 ans. Si en 15 ans, tu ne fais pas de rénovation dans ton logement, euh, là, il y a un problème. Je pense qu'il y a un problème. Classé E, je vous ai dit, hein, les amis, classé E, F, etc. Au-dessus, franchement, je pense que même au-dessus du D, tu vois, même D, tu vois, même D, c'est tendancieux. Tu vois, le D, il est entre la limite raisonnable. Mais au-dessus du D, putain, tu ne peux pas louer ça. Putain, c'est des putains de passoires thermiques. Tu peux pas. Tu peux pas. Alors, je suis désolé, hein, mais si vous avez des logements classés E, faites des rénovations. En plus, en ce moment, il y a des aides, etc. On va voir un peu juste après, il y a une actualité qui est en lien avec ça, mais bordel, vous pouvez pas. Faites des rénovations, faites rénover vos biens. Il n'y a que des avantages. Locataire satisfait, parce que lui, il va payer moins de factures, etc. On est un peu humain aussi, donc pense à la terre, moins de consommation, donc tu fais du bien à la terre. Et troisièmement, tes impôts, mec, tu ressortiras gagnant, parce que grâce à ça, tu risques de ne pas payer d'impôts. Donc je vois pas, je ne comprends pas. Donc d'ici 2034, franchement les amis, vous avez largement le temps. On en reparlera d'ici là. Bon, les amis, est-ce que vous avez suivi l'actualité à Paris des logements mis en vente à 5 000 € du mètre carré? Ça peut te paraître ouf, et pourtant à Paris, ça, c'est une bonne affaire, hein, c'est une bonne affaire. Par contre, derrière, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de conditions que on n'a pas, qui sont passées un peu outre. Et en fouillant un peu, j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de conditions contraignantes euh, qui sont importantes à prendre en compte. Déjà de un, tu dois accepter de ne rien posséder réellement. C'est-à-dire que, en gros, la mairie, elle explique que, en gros, c'est une foncière qui achète et qui conserve à perpétuité, c'est-à-dire tout le temps, elle conserve le foncier. Alors que, en gros, toi, tu seras propriétaire juste du bâti, mais par contre, c'est pas ad vitam aeternam. Non, c'est 99 ans. 99 ans. C'est-à-dire qu'en gros, toi, t'achètes, excuse-moi, c'est-à-dire que toi, t'achètes et t'es propriétaire pendant 99 ans. Derrière ça, tu vas quand même devoir payer les redevances, euh, la participation à tout ce qui est euh, participation de fonctionnement à la foncière, etc. En gros, c'est une sorte de loyer, un petit loyer, qui vient s'ajouter à toutes les charges d'entretien, à toutes les taxes locales, à tout taxes d'habitation, non, taxes d'habitation, il n'y en a plus maintenant, mais voilà, toutes les charges locales, et puis évidemment, ton emprunt, si tu fais un emprunt pour acheter. Donc ça fait quand même cher au final de payer ça pour ne rien posséder. Alors bien sûr, c'est 100 ans, hein, 99 ans. Ça sera pas toi qui va voir Toi au final, tu vas mourir et puis tu seras plus réellement concerné par ça, hein, mais voilà. Donc tu dois accepter de ne pas posséder.
tu ne pourras pas revendre à qui tu veux, ni au prix que tu veux. C'est-à-dire que ton immobilier, allez, imaginons que l'immobilier à Paris, il fait, prends un truc de dingue, hein, il fait plus 50%, et ben sache que toi, tu ne pourras pas faire plus 50% sur ton prix de revente. Miette, miette. Et attention, euh, même sur le bâti, ce que je vous disais, c'est que t'es pas réellement. En gros, en fait, t'as pas la pleine propriété. T'as pas la pleine propriété, donc ça veut dire que si tu obtiens ce logement à ce prix-là, derrière, tu pourras pas le mettre en location, tu pourras pas faire de Airbnb, tu pourras. Voilà. En gros, tu l'achètes pour que ce soit ta RP et basta. Tu veux t'en séparer, et ben tu le revends à un prix qui sera sûrement défini. Tu pourras pas le revendre plus cher ou très peu même, tu vois. Donc, il y a quand même pas mal de points noirs derrière ça. Et deuxième gros point noir, c'est qu'il y a un plafond de ressources et tu dois avoir un lien avec la ville de Paris. C'est-à-dire que tu dois travailler aux alentours, etc. Et plafond de ressources, il me semble que c'est dans les 4 000 € pour un couple. Si tu dépasses les 4 000 €, malheureusement, tu ne pourras pas prétendre à ce type de logement. Voilà. Bon, je vous ai dit qu'il y avait une info en lien avec le DPE, etc. Eh bien, malheureusement, les amis, c'est la fin des offres à 1 €. Et il y a une baisse à prévoir des primes de rénovation. Tu sais, les primes CCE. Les primes CEE. Donc, il faut savoir que la fin des offres de l'isolation à 1 €, ça va être fini. Ça va être fini parce qu'il y a eu de l'abus, il y a eu du démarchage abusif et il y a eu aussi beaucoup d'entreprises qui ont fait beaucoup de merde. Et je vais te parler d'un cas, mais c'est mon frère. Mon frère a acheté une maison et il a voulu faire ce type de rénovation. Tu sais, il a isolé ses combles. Et franchement, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Bon, mon frère, faut savoir que mon frère est un peu trop gentil, hein. Il a accepté plein de choses, etc. Mais en gros, les mecs, ils ont fait quoi? Ils ont pris de la laine de verre, ils sont partis dans les combles et ils ont tout posé par terre. Faut savoir que dans les combles de mon petit frère, il y avait genre une malle dans son grenier. Et les mecs, écoute ça, hein, les mecs ont pris la laine de verre, ils ont découpé la malle, ils ont découpé autour de la malle et ils ont posé et ils ont foutu la laine de verre au-dessus de la malle. Voilà, tu vois un peu pourquoi il y a eu la fin de ça. Il y a eu trop d'abus bref, il y a même des sociétés qui ont été créées exprès pour ça, ils en profitaient. Bref, c'est pas le sujet. Revenons aussi sur les baisses de primes. Il faut savoir qu'il y a certaines primes qui vont être baissées de moitié. Donc moitié moins d'aide au niveau de certaines primes. Donc profitez-en le plus rapidement possible avant que ça ne soit réellement actif. Voilà. Une actualité aussi un peu, comment dire, euh, surprenante. Voilà. Une brigade du silence bientôt déployée à Marseille pour surveiller les locataires de Airbnb. Ok, pas de problème. Ces médiateurs recrutés par une start-up espagnole pourront intervenir en 30 minutes quand des locataires feront trop de bruit. Bon, là, on est clairement sur de la location courte durée de type Airbnb. En gros, c'est une entreprise qui, dès que tes locataires euh, Airbnb font trop de bruit, ils vont intervenir et dire, ils vont toquer, ils vont dire, s'il vous plaît, monsieur, moins de bruit. Donc voilà, c'était l'actualité. Super. Ensuite, on continue avec une annonce. Alors, moi, je la trouve plutôt triste en soi pour le vendeur, mais plutôt bien pour l'acheteur. Estimé à plus de 2 millions d'euros, le joyau des Hautes-Alpes finalement vendu pour 600 000 euros. Le château de Fort Queyras a été mis aux enchères en raison des difficultés financières de son ancien propriétaire. Et donc, il faut savoir que c'est un très beau fort. Euh, vraiment, vraiment, c'est un patrimoine, hein, d'accord?
estimé entre 2 et 3 000 euros, de 3 millions d'euros, et il s'est vendu à 600 000 euros. Je peux te dire que son propriétaire actuel, bah, il l'a au travers de la gorge parce que il en attendait beaucoup, beaucoup plus. Et on a su que en fait ça couvre à peine ses dettes. Donc c'est triste, triste. Alors par contre l'acheteur c'est jackpot parce que estimé à plus de 2 millions d'euros, le mec il a juste à attendre. Il l'a acheté, il a juste à attendre et le mec il va revendre dans 1 an, 2 ans. Jackpot, opération du siècle. Faut savoir que la mairie voulait aussi acheter ce bien, mais en fait il y avait un problème au niveau du bail, il y avait un bail commercial qui posait problème, et donc la mairie n'a pas pu se positionner. Voilà. L'espoir d'une relance en raison de difficultés financières, sa banque l'avait conduit à vendre ce complexe de remparts, bâtisses, cours et donjons, totalisant 6500 mètres carrés, dont 3500 aménageables, qui dominent la rivière du Guil dans la vallée du Queyras. Donc triste pour ce propriétaire. Et là, c'est pas une actualité, mais je voulais en parler. J'ai l'impression que depuis, il y a eu beaucoup de tapage médiatique sur le squattage, etc. Et je vois il y a des mesures qui commencent à être mises en place. Par exemple, à Nice, j'ai vu que ils ont, alors je sais pas si c'est une loi ou c'est, je sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas à Nice, il y a quelque chose qui a été mis en place pour pouvoir éjecter même après 48 heures. Donc c'est plutôt pas mal. J'espère qu'il va y avoir quand même un assouplissement au niveau national, hein, au niveau de tout ce qui est squattage. Parce que je suis désolé, hein, c'est pas normal. Là, on parle typiquement du squat, hein, mais après, j'espère qu'il va y avoir aussi. Alors, bien sûr, hein, je suis investisseur, hein, je suis propriétaire, donc je vais défendre ma pomme, mais j'espère aussi qu'il va y avoir un assouplissement au niveau de tout ce qui est euh, locataire qui ne paye plus son loyer et qui va avoir une facilité à éjecter un mauvais payeur. J'espère. Dans le futur, on verra, hein. Écoutez. Voilà les amis, ça c'était l'actualité de la semaine. On va passer maintenant à la rubrique question de la semaine. Question de la semaine, alors je suis en compromis et je compte faire du meublé. Puis-je déjà acheté des meubles pour l'appartement? Écoute, je te dirais oui. Après, je pense que ta question était sur le fait de pouvoir déduire derrière. Donc, si c'est le sujet de ta question, oui, tu peux. Par contre, si c'est ton premier bien meublé, pense à bien ouvrir ton activité de loueur meublé bien avant ton achat, bien avant ta signature chez le notaire. De même, hein, on vient sur les frais d'achat, tous les frais d'agence, les frais de notaire, etc., pour qu'ils soient déductibles ou que tu les passes soit en déficit, soit en amortissement. Pense bien à démarrer ton activité de meublé, soit le jour, soit avant la date de signature chez le notaire. Comme ça, il n'y aura aucun problème, tu pourras déduire tout ça. Et question de la semaine. Ah oui, j'ai eu une personne qui m'a contacté, donc un auditeur, qui m'a demandé de faire un petit zoom sur les problèmes d'expulsion avec un locataire. Il m'avait dit que sur l'épisode où je parlais de la gestion locative, j'avais été un peu succinct et préféré plutôt vraiment comment dire, un cas réel. Alors malheureusement, excusez-moi, ah, je vous l'avais dit les amis, aujourd'hui il faudra faire avec. Alors, moi personnellement, j'ai jamais été jusqu'en justice réellement. Il y a un adage qui dit vaut mieux un bon compromis qu'un mauvais procès. Comme j'arrête pas de vous dire, hein, on est propriétaire bailleur, on n'est pas les premiers protégés, on va plutôt protéger un locataire qu'un propriétaire. C'est malheureux, mais c'est comme ça, hein, c'est la réalité de vie d'un investisseur. Maintenant, ce qui se passe, c'est que
vaut mieux essayer quand même de garder une relation, garder un contact avec un locataire mauvais payeur, parce que si il se ferme, je peux te dire que ça va être hyper compliqué. Et après, bah, les démarches, hein, je vous les expliquais et je vous fais un petit rappel, mais il y a le livre de Quentin Vautré, le guide de gestion locative. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais je crois que c'est ça. C'est un guide de survie, hein, donc ça vous explique vraiment tout de A à Z. Donc n'hésitez pas, c'est un livre qui coûte pas très cher. En plus, il a été update en 2021, donc j'arrête pas de vous faire la promotion de ce livre, mais je touche rien, hein. Pas du tout. Mais c'est un très bon livre et quand il y a de très bonnes informations, il faut faire passer le message pour qu'il touche un maximum de personnes. Et donc, bah, c'est. J'ai pas envie de te donner de mauvais conseils. Franchement, j'ai pas envie de te donner un conseil hors cadre légal parce que après ça peut se retourner contre toi. Mais moi, voilà, je préfère régler mes petits problèmes tout seul et plutôt que passer par la justice qui va prendre 1 an, voire 2 ans. Et au final, ton locataire est pas solvable et puis tu peux pas récupérer toutes les sommes qu'il te doit, etc. Bref, n'hésite pas, franchement. En plus, je pense que sur Internet, il y a beaucoup d'informations, donc n'hésite pas. Voilà. Ça, les amis, c'était la rubrique question de la semaine et on va passer directement au sujet de la semaine. Mais avant ça, je vous fais un appel à candidature. Je vous fais un appel à candidature parce que je recherche plusieurs types de personnes pour passer dans le podcast Graines d'investisseurs. C'est un, un type de format que je voulais faire venir un peu plus tard, mais j'ai des personnes qui m'ont demandé si je comptais faire ça, etc. Et moi, ça m'intéresse aussi également de faire ce type de format. Donc en fait, c'est simple, hein, ça va être un format conversation. C'est-à-dire que je recherche différents profils et si vous répondez à ce type de profil, contactez-moi, on fait un petit brief ensemble sur ce que je recherche, sur les questions que je vais vous poser, etc., etc. Au niveau des profils, je recherche plusieurs personnes, notamment des investisseurs débutants, des personnes qui ont investi récemment ou moins de 2 ans. Je recherche des personnes qui souhaitent investir, donc qui ne sont pas encore investisseurs, et qu'il y a peut-être certaines choses qui les bloquent ou autres. Je recherche des personnes qui sont experts dans certains domaines, notamment décorateurs d'intérieur ou décoratrices d'intérieur, des personnes qui ont un œil expert aussi sur la viabilisation de terrain. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse réellement et où j'ai aucune connaissance, hein. Je suis un newbie, donc ça me permettra de moi parfaire ma culture et ça peut être vraiment un très bon sujet. Également, je recherche des personnes qui ont un parcours, on va dire, confirmé dans l'investissement immobilier, hein, des personnes qui ont commencé vraiment d'en bas et qui sont arrivées à 15, 20, 30 lots. Si vous connaissez des personnes comme ça qui sont, même si vous reconnaissez un peu dans ce type de profil, n'hésitez pas, contactez-moi comme d'habitude les amis. Dans la description du podcast, je vous mets le lien, je vous mets le mail, le lien sur Instagram, le lien sur Facebook. Vous pouvez me contacter via MP, vous pouvez me contacter par mail et il n'y a pas de problème. Également, je tiens à le dire, mais si vous voulez rester anonyme, il n'y a aucun problème, pas de souci, vous pouvez rester anonyme. Si au contraire, vous voulez qu'on partage vos informations, il n'y a aucun problème. Je parle notamment aussi par exemple pour les décorateurs et décoratrices d'intérieur. Si vous êtes intéressé, je peux mettre aussi vos coordonnées dans la description du podcast. Et puis voilà. Et puis voilà. J'ai fini mon petit appel à candidature. Donc si vous connaissez ou si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Aujourd'hui les amis, on va parler d'un sujet qui est sorti un peu récemment. Récemment, j'ai vu beaucoup d'informations sur ça. Et je me suis dit que ça pouvait être un très bon sujet de podcast. Donc aujourd'hui les amis, on parle de la tadam, de la sous-location. Voilà, on parle de la sous-location parce que pour moi c'est un très bon
ça peut être un très bon levier, notamment, tu sais, un peu avec toutes les règles bancaires qui se durcissent, ça devient un petit peu plus compliqué de passer outre les 33-35% d'endettement. Bref, il y a, par rapport à avant j'arrête pas de le dire, mais avant c'était l'Eldorado, hein, c'était open bar. Maintenant, c'est vrai que ça s'est un peu durci, c'est un peu plus compliqué d'avoir des prêts et il y a quand même des stratégies annexes, des stratégies à mettre en place pour, sans prêt, sans utiliser le levier bancaire, de permettre de faire un peu d'argent en plus. Donc, la sous-location, il faut savoir quand même que ça peut être un bon levier. Ça peut vous permettre de gonfler votre rentrée locative sans emprunt. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Maintenant, la sous-location, c'est pas, on fait pas ça n'importe comment. Il y a, il y a des règles à respecter, il y a vraiment des clous à mettre en place et à rester vraiment dans les lignes parce que sinon vous pouvez directement basculer dans l'illégal, dans l'illégalité totale. Voilà. Alors, la sous-location. Il faut savoir qu'il existe deux types de sous-location. La sous-location classique et la sous-location professionnelle. Je vais déjà vous parler des obligations et après on va voir un peu les différences. Déjà, l'obligation, tu es obligé d'avoir, peu importe, hein, classique, professionnel, tu es obligé d'avoir l'accord du propriétaire. Obligation. Si tu le fais sans l'accord du propriétaire et qu'il s'en rend compte, euh, laisse tomber. T'es es dans la mise parce que t'es mort. Il faut se mettre aussi dans la place du propriétaire. Qu'est-ce qu'un propriétaire recherche? Moi, en tant que propriétaire, je recherche un paiement constant, sans problème. Je veux que mon bien soit bien entretenu. Et donc, ça fait partie aussi du truc pour essayer de rassurer le propriétaire pour que vous obtenez son accord. C'est que, voilà, vous mettez tout en place pour le rassurer, pour lui dire, ok, il n'y a pas de problème, monsieur, regardez, on va faire ça, 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 dans les règles de l'art, etc., etc. Alors, quelle différence au niveau de la sous-location classique et la sous-location professionnelle? Il faut savoir que euh, tous les bails, je ne sais pas si vous le savez, mais les bails tous les baux de location qu'on fait actuellement, ce sont des baux classiques de loi 89. Ils sont régis par la loi de 1989. Et le problème avec ces baux-là, c'est que déjà de un, vous devez avoir l'accord du propriétaire. Et, et encore, en fait, même si vous avez l'accord du propriétaire, selon le bail que vous avez, ça peut être interdit. D'accord? Mais surtout, c'est que faire de la sous-location classique, c'est pas rentable pour nous. Pourquoi? Parce que quand tu signes une sous-location classique, tu ne peux pas louer plus cher que le loyer qui est fixé sur le bail. C'est-à-dire, tu as un bail, imaginons, de 500 euros, et toi tu te dis, ouais, ben, je vais faire de la sous-location, le propriétaire donne son accord, et puis toi tu te dis, ok, bam, je vais le mettre sur Airbnb, et hop, allez, je commence, pap, ça cartonne. Tu fais, allez, 1500 euros de rentrée locative. Faux, complètement faux, t'es dans la merde. T'es dans la merde parce que tu as dépassé le plafond fixé sur le bail. Tu avais un bail à 500 euros, si tu le sous-loues, ça sera 500 euros. Donc là, effectivement, tu es dans l'illégalité. Et en fait, il y a quand même une alternative à ça, c'est ce qu'on appelle la sous-location professionnelle. C'est-à-dire que c'est un bail particulier, d'accord? Et c'est un bail qui va te permettre de louer plus cher. En fait, ça va te permettre de louer un bien avec ce type de bail-là. Tu fais de la sous-location professionnelle et derrière, tu peux le mettre sur Airbnb, tu peux le mettre sur Booking, tu peux le mettre sur toutes les plateformes que tu veux, en ayant bien sûr l'accord du propriétaire, hein, parce que sinon, ça c'est la première règle. Si tu n'as pas l'accord, c'est basta, oublie. Donc une fois que tu as fait ça, accord du propriétaire et le bail spécifique, là effectivement, tu es dans les clous, tu vas pouvoir louer de manière légale, parce que tu vas être totalement dans le cadre d'une sous-location professionnelle.
Maintenant, il y a un autre problème qui s'ajoute à ça. Et pas des moindres, c'est que ce type de bail-là, la sous-location professionnelle, elle est régie par la loi Hoguet. La loi Hoguet, grosso modo, je ne vais pas te la refaire totalement, mais grosso modo, pour pouvoir faire de la sous-location professionnelle, il te faut la carte d'agent immobilier. Et là, soit tu es agent immobilier et pour toi c'est jet set, tu peux commencer demain, mais pour les autres, c'est compliqué. Mais par contre, t'inquiète pas, je vais te donner la solution. Comment tu peux faire? Comment tu peux faire pour pouvoir quand même faire de la sous-location professionnelle? Déjà, simplement, il va falloir que tu fasses un bail commercial dérogatoire spécifique. C'est-à-dire que pour cela, c'est simple, mais tu vas, tu vas devoir créer une société dédiée uniquement à cette activité. Quand je te parle de société, je te parle de micro-entreprise, URL, SARL, SASU, etc. D'accord? Ce bail, c'est pas un bail que tu vas trouver sur internet. Et clairement, ne cherche même pas à aller sur internet pour trouver ce type de bail. C'est un bail qui doit être réalisé pour te protéger, pour protéger tes arrières. Ce bail doit être rédigé par un avocat spécialisé parce qu'il y a énormément de clauses à mettre dans ce bail. Bon, je ne vais pas toutes les faire parce que c'est un bail qui est vraiment spécifique. Et le mieux, c'est d'être entouré d'un avocat spécialisé pour que ton bail soit vraiment légalement propre. Parce que la moindre, la moindre, le moindre écart, ça peut te faire basculer dans une sous-location classique. Et par contre, là, bah, tu vois, tu vas te prendre des. Tu vas te manger sale. Donc vraiment, si tu veux faire de la sous-location professionnelle, entoure-toi quand même d'un avocat qui est spécialisé dans ça pour qu'il te fasse un bail propre. Il t'en fait un et après tu t'en fous. Tu fais 5, 6, 7 sous-locations, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il t'en faut un propre. Alors, je vous parlais de que pour pouvoir faire ce type d'activité, soit tu étais agent immobilier et tout allait bien, soit tu créais une société. Alors, vers quelle structure se tourner? Je t'en ai cité plusieurs. Premièrement, la plus simple. C'est vraiment la plus simple et c'est la plus rapide. C'est le statut de micro-entrepreneur, micro-entreprise. Celle-là, c'est la plus simple. C'est tu fais en 3 clics sur Internet, tu ouvres ta micro-entreprise et basta. Et tu vas pouvoir commencer à faire ta sous-location. Il faut savoir que au niveau de l'imposition, tu seras imposé à l'IR. Donc derrière, tu vois, il y a quand même des calculs à faire pour pouvoir vraiment dégager de l'argent. De toute façon, c'est comme tout, les chiffres avant tout. Donc regarde un peu, tu vois, si tu fais si tu as une TNI à 41 ou 30, allez, on va prendre 30, bah, ça peut faire mal déjà, tu vois. Ça peut faire très mal. Donc, à toi de bien ficeler ton projet. Deuxième structure sur laquelle tu peux t'orienter, là on est vraiment sur de la société pure, c'est de la SASU ou SAS. SASU SAS, comme toute société, c'est plus compliqué. Tu as plein de procédures à mettre en place en amont. Tu as une comptabilité à tenir, etc., etc. Bref, tout ça, c'est classique à toutes les sociétés. Imposer, imposer IS comme toute société. Donc, ça peut être. Moi, tu vois, pour moi, la sous-location, en sachant que c'est pas mon cœur d'activité puisque moi je fais de la location LMNP et en SCI. Pour moi, je créerai une société type SASU pour pouvoir faire ce type de sous-location. Comme ça, après, derrière, moi, j'ai pas besoin du cash. Donc, ça me permettrait de capitaliser, tu vois, une certaine somme. Et puis, derrière, j'ai pas besoin de le récupérer. Donc, je vais pas payer la flat tax, je vais rien payer derrière. Et ça capitalise, ça capitalise. Et puis, on est pas mal. Ça commence à via zéro prêt, zéro emprunt, tu es capable de. T'as juste à. Effectivement, tu as une sorte, entre guillemets, d'emprunt,
parce que t'as un loyer à payer. Mais si tu fais un bon projet, hein, imaginons que tu loues quelque chose à 500 et tu fais du Airbnb qui te rapporte, allez, 1500, tu vois, il y a quand même un delta de 1000, moins toutes les charges, etc. Ça peut te faire quand même un beau pactole à la fin de l'année, et tu fais ça sur quelques années, c'est pas négligeable. Sans retirer l'argent, ça te fait quand même un beau pactole. Troisième structure vers laquelle tu peux t'orienter, c'est la SARL, EURL, hein, euh, entreprise unipersonnelle. C'est pareil, hein, ça reste une société classique, donc c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Il y a des coûts de fonctionnement qui sont un peu plus chers. Et là, par contre, tu as le choix, tu peux être imposé soit à l'IR, soit à l'IS. Le IRL, faut savoir que ça peut être une bonne option à la micro-entreprise. Parce que micro-entreprise, en fait, je ne sais pas si tu sais, mais quand tu crées une micro-entreprise, tu vas juridiquement, t'es pas protégé. C'est-à-dire que quand tu crées une micro-entreprise, tout est bien, tout ton patrimoine personnel, si tu fais faillite, tout ton patrimoine personnel peut être saisi. T'es pas protégé. Là, ce qui peut être pas mal, une alternative, ça serait de créer une EIRL qui te permet d'avoir une protection de ton patrimoine personnel. Ça, c'est plutôt pas mal, contrairement à la micro-entreprise où t'es pas protégé du tout. Donc ça peut être une bonne option, c'est plutôt pas mal. Et en plus de ça, tu as quand même le choix. C'est-à-dire que tu peux être au niveau fiscalité, être imposé à l'IR ou à l'IS. Donc ça peut être une bonne option. Moi je sais que si je ne fais pas de sous-location, mais si je venais en faire, moi je le ferais sous forme de SASU. Après ça reste bien sûr que mon choix, hein. Hein, je vous impose pas de faire une SASU pour faire de la sous-location. Ni même je ne vous tends pas la perche à faire de la sous-location. Chacun voit midi à sa porte. Maintenant, le frein le plus le frein ultime à la sous-location ne vient pas de toi. Il faut savoir que le frein ultime à la sous-location vient du propriétaire. Il faut faire avaler la pilule à ton propriétaire qui va te louer son bien. Il faut lui faire passer la pilule que en fait tu vas pas habiter dedans et que tu vas le sous-louer. Ça peut être c'est le plus gros frein à la sous-location. Alors comment on peut avoir l'accord du propriétaire? C'est le plus gros frein effectivement. Après, tu peux essayer de mettre des choses en place pour mettre en confiance le propriétaire, c'est-à-dire que toi, ton objectif, c'est quand même de faire de l'argent. Alors, tu lui dis pas comme ça, ok, mais l'objectif, c'est que toi, tu dégages une marge. Ton objectif à toi, c'est que le bien soit impeccable, il soit au top, que tu arrives à louer sans problème. Si tu fais du Airbnb, que ton bien soit attractif, etc., etc. Donc, toi, ton objectif, c'est de faire comprendre au propriétaire que derrière, toi, tu vas mettre en place plein de garanties, que ce soit peut-être des garanties de loyer, tu vas peut-être monter patte blanche, lui dire écoutez, moi j'ai X d'épargne, je peux bloquer un certain pourcentage de côté à ne pas toucher. Comme euh, ça vous sécure dans l'idée de la vision à long terme que si jamais il y a un problème, il y a X euros de côté qui est là pour vous. Ça peut être une première option. Deuxième option, c'est que toi, tu vas lui dire, écoutez, moi, mon objectif, c'est que le bien il soit au top de sa forme. C'est-à-dire que moi, je vais faire un entretien régulier, je vais m'occuper du rafraîchissement en tout temps et en tout lieu. Ce que tu peux faire, c'est que peut-être au début, tu vois, si ton propriétaire est un peu réfractaire, tu lui dis, écoutez, on signe le bail et je vous laisse un droit d'accès au logement pour vérifier l'état à X temps d'intervalle. C'est-à-dire que par exemple, peut-être que tu vas lui dire, ok, bah, venez voir tous les mois l'état de votre logement, vous allez voir s'il y a un problème, bah, on arrête. Toi, bien sûr, derrière, il faut que tu sois clean. C'est-à-dire que dès qu'il y a le moindre dégât, tu chipotes pas, tu fais les réparations. Aussi, une option, c'est que tu lui expliques un peu tout le. Tu sais, peut-être que le mec, il a fait un investissement bon père de famille, et puis il se dit moi, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, et je loue comme ça, et puis derrière, basta. Donc, toi,
peut-être que le mec, il n'est pas au courant de comment fonctionne Airbnb, comment fonctionnent toutes les assurances en lien avec ça. Donc à toi de lui expliquer que il y a des garanties, que tu peux prendre des comment dire, tu peux solliciter des professionnels pour les réparations, qu'il y a des garanties quand tu loues un bien sur Airbnb, comment dire, des assurances, etc. Il y a un jeu d'assurance qui rentre en jeu pour protéger le bien. Et puis toi, tu es là, tu es l'intermédiaire, tu lui dis que lui, il aura zéro problème, ça sera invisible pour lui, toi tu seras l'intermédiaire entre lui et les potentiels locataires. Donc tu lui dis que lui, il verra strictement rien, il aura son loyer tous les 5 du mois en temps et en heure, sans problème. Donc la sous-location, le plus gros frein, c'est ça, c'est d'avoir l'accord du propriétaire. Parce que, alors, tu vois, moi je sais que franchement, ça me ferait chier de louer mon logement à un mec qui va le sous-louer pour se faire plus d'argent. Pour moi, ça me paraît complètement incompréhensible de laisser faire ça à quelqu'un et puis moi, en fait, le mec se fait de l'argent sur mon dos. Entre guillemets, bien sûr. Parce que je sais très bien que oui, derrière, il va avoir une surcharge de travail en plus que moi, je ne vais pas ressentir. Mais moi, je sais que je ne suis pas OK à sous-louer mon logement. Donc voilà les amis, ça c'était la sous-location. Si vous avez des questions, et alors je le répète, hein, moi je ne fais pas de sous-location, donc je suis peut-être un peu évasif sur le sujet. Si vous faites de la sous-location, faites-moi des retours, il n'y a aucun problème. Ça me fera plaisir d'avoir des informations que je n'ai pas par exemple. Donc n'hésitez pas. Je vous fais aussi un petit rappel, n'hésitez pas sur YouTube, un petit like, ça coûte pas grand-chose. Allez, ça vous coûte 3 secondes. Un petit commentaire, allez, 10 secondes. Donc n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles aussi sur Apple Podcast si vous écoutez sur Apple Podcast. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci aussi pour les personnes qui me contactent sur Instagram. Merci, ça me fait plaisir. Et puis je vous rappelle un peu l'appel à candidature. Si vous répondez à un des profils que j'ai demandé, et la liste n'est pas exhaustive, si vous pensez que votre profil peut être intéressant pour les auditeurs du podcast, n'hésitez pas, venez vers moi, on en parle et puis je ne vous mangerai pas, promis. Voilà les amis, c'était l'épisode du jour, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses, d'avancer dans vos projets et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao ciao.